Et bonjour tout le monde. J'avais envie de commencer cette vidéo en vous disant que parfois il y a des rêves qui nous donnent comme des indices. Des indices en fait quelque part à suivre. Et cette nuit, je viens d'y penser à l'instant. Je me suis rendu compte que d'une manière ou d'une autre, j'avais rêvé de ce projet. Et qu'en fait ça disait beaucoup. Le fait de se mettre à pouvoir rêver d'un projet. Et c'est sûrement pas un hasard que du coup je me retrouve à vous écrire ça ce matin. Parfois les rêves nous guident et semblent soit parler du futur, soit nous donner une direction de quelque chose qu'on doit suivre. Et ils ne sont pas toujours remplis de signification, de passé ou de je ne sais quoi. Ils sont parfois des états qu'il faut essayer de suivre et essayer d'être à la hauteur de ces états. Ça m'a frappé dans la vidéo que j'ai postée hier sur une envie de parler. Quelqu'un que je connais me l'avait d'ailleurs signalé. La présence répétée de l'expression « en fait ». Et cette personne m'avait dit, c'est marrant, quand tu es pas à l'aise, tu as un tic de langage et tu répètes « en fait ». Et hier, ça m'a apparu vraiment dans cette vidéo, le nombre de fois où je répète ça. Alors, je ne sais pas, à dire vrai, si c'est parce que je suis mal à l'aise, mais en même temps, ça m'a questionné sur le fait de me dire que peut-être ça pouvait être lié à tout d'un coup une manière de m'exprimer qui serait peut-être plus vraiment dans mon langage. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cette nature-là. Hier, j'ai passé quelques heures en fait sur la chaîne de Dr JVTech qui chaque mardi en fait c'est un développeur et il a travaillé sur Flashback, etc. Et chaque mardi il interviewe des développeurs. Et souvent en fait les développeurs, en tout cas personnellement ceux qui vont m'intéresser, ils portent en eux, je trouve, une forme de radicalité, d'intégrité. Même quand je dis radicalité, c'est pas au sens négatif, c'est que je pense que mieux que quiconque, ils se rendent compte de ce que veut dire un AAA et aussi parfois des sommes qui peuvent être dépensées outre mesure. Et c'est marrant parce que ça m'a fait... je me suis un peu questionné sur mon rapport à Star Wars Outlaws aussi. C'est-à-dire qu'à la fois dans ma capacité à me réjouir, et aussi en me disant que cette capacité à me réjouir ne devait pas non plus faire oublier, comme j'ai pu le signaler dans une précédente vidéo, des soucis qui peuvent se passer avec ce genre de jeu. Et qu'au fond, l'équilibre, il n'était pas toujours facile à trouver en fait. Même pour nous en tant que joueurs, parce qu'à la fois on a envie moi en tout cas j'ai envie de soutenir des jeux, et en même temps parfois on sent qu'il y a des choses qui peuvent aussi parfois aller un peu trop loin dans les moyens mis à disposition. Il y a une forme d'équilibre assez compliquée entre ressentir où s'arrête le créatif, où commence le commercial. Twin Peaks de David Lynch, la série, est un exemple frappant.
de comment un artiste peut fondamentalement être intégré en fait à un système, faire partie du système, tout en étant libre, en fait. Et c'est marrant parce qu'au fond, moi, mon rapport à YouTube, je crois que petit à petit, lentement, je commence à me prouver à moi-même que je peux avoir une place dans cet écosystème qui, au départ, quand je suis arrivé sur ce territoire, je m'en sentais proche et en même temps, je peinais à voir un petit peu où je pouvais, à quoi je pouvais me raccrocher. Parce que quand Culture est née, moi, ce que je percevais dans ce qui m'entourait, c'était, sans critique, encore une fois, c'était beaucoup de vidéos, de commentaires avec des concepts sur des vides-greniers, des, euh, des lives, etc. Et d'ailleurs, pour être honnête, il faut rendre à César ce qu'on doit à César. J'ai eu beaucoup d'émotions, vraiment, tout début, c'est-à-dire découvrir cette communauté-là récemment. J'ai la chaîne Ghostplayer qui m'a laissé un commentaire et j'ai eu beaucoup d'émotions en fait, de découvrir en fait toute cette passion en fait qui animait les gens et, euh, et en fait chacun avec son parcours et, euh, et voir, je sais pas, l'émotion en fait d'un Papy Gaming qui à l'époque, parce que là il est beaucoup sur Twitch maintenant, mais qui à l'époque animait chaque jour ses lives et, et ce que ça demande de régularité, de concentration. Il y avait quelque chose d'ailleurs que j'adorais dans ses lives. Papy, c'était quand je dis au passé parce qu'il est moins sur YouTube, donc vous pouvez aller le voir sur Twitch, mais et en fait il parlait de quand il jouait en fait un Assassin's Creed, il y jouait vraiment. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait il faisait honneur aux développeurs parce qu'il rentrait dans la matière du jeu et il y jouait vraiment. Et ça en fait à voir, je sais pas, ça crée de l'émotion. De la même manière que toutes les personnes qui avaient, je trouve, un rapport même au vide-grenier, à la vente, à la revente, ça crée aussi une forme d'émotion parce que c'est à la fois quelque chose qui est brassé du côté de la passion et en même temps, moi, je peux pas m'empêcher de voir ça aussi comme on est dans un système en fait qui a ses règles, qui sont des règles capitalistes. Et à un moment donné, en fait, les personnes, à leur manière, elles trouvent des arrangements. Et elles ont bien raison, en fait. Parce qu'à un moment donné, je trouve que c'est des manières aussi de... Voilà, parfois il y a des gens, ils vont avoir des collections, ils vont vendre, qui ont des énormes collections, ils vont vendre leurs collections, parce que tout d'un coup, ils ont besoin d'argent, par exemple. Et je trouve qu'il y a il y a une forme de beauté à ça, parce qu'au fond, c'est des formes de micro-luttes de résistance. Et je trouve qu'en fait, sur YouTube, il y en a un peu de partout, de manière différente. Et moi, personnellement, je trouve que moi, ça me crée beaucoup d'émotions, en fait. Et à travers cette vidéo, je voulais en fait remercier tous les créateurs et créatrices de contenu que j'ai croisés, qui n'ont pas forcément croisé ma route à moi, mais et en fait qui m'ont apporté une forme d'émotion. Que ça soit même une chaîne à un moment donné comme Padawan HD, quand je l'ai découvert, il y a des choses que j'aime ou que j'aime pas, peu importe. Il y avait une émotion, quoi, aussi de voir ces lives. En fait, il y a des engagements différents en fait selon chaque projet. Et, euh, et ces engagements, ils peuvent parfois, je trouve, ils ont parfois un rapport. Peut-être qu'au final, ce qui me touche le moins, si je devais m'exprimer sur ça, c'est peut-être que quand les projets ont tout d'un coup un aspect commercial. Alors commercial, c'est pas qu'ils rapportent de l'argent pour moi. C'est plus quand ces projets, tout d'un coup, ils ont au fond, quelque part, sûrement qu'on pourrait dire qu'ils ont une ligne créative qui serait extrêmement définie, comme un concept sur lequel ils se reposent. Et en faisant ça, ils perdent en fait l'aspect un peu artisanal. Et donc du coup, peut-être que les chaînes qui vont parfois vers un aspect plus communicationnel vont moins me toucher. Peut-être. Au fond,
ce qui me- Dans le mot lutte, je trouve qu'il y a souvent un aspect d'artisan. L'artisan, je trouve, c'est celui qui peut avoir le regard braqué sur le ciel et en même temps il garde les pieds sur terre. De toute façon, il doit utiliser ses mains, Et, euh, et au fond, peut-être que tous les projets qui ont cet aspect-là, ils continuent en fait de me créer une forme d'émotion. Euh, et je pense qu'au fond, d'ailleurs, que quand on reste sur YouTube, et que parfois quand on en sort, et c'est totalement ok, parfois c'est sûrement même souhaitable pour certaines personnes, quoi, c'est qu'en fait on maintient plus cet équilibre-là. Mais je pense qu'il y a vraiment sur YouTube une forme d'équilibre. Comme pourrait dire un petit peu, il y a un titre du cinéaste Akira Kurosawa qui s'appelle Entre le ciel et la terre, un peu un équilibre ciel-terre. Et je vous ai souvent parlé du film de Wim Wenders, Perfect Days, qui était sorti l'an passé et qui raconte justement, qui est disponible actuellement en DVD Blu-ray, qui raconte justement un travailleur de Tokyo et qui lave en fait des toilettes à Tokyo, qui lave des toilettes publiques de Tokyo. Et en fait, c'est un monsieur justement qui est justement dans cet équilibre du ciel et de la terre, c'est-à-dire qu'à la fois il garde sa rêverie avec ses plantes, en fait avec diverses choses qui l'animent. Avec diverses choses qui l'animent, il garde en fait ce rapport à cette rêverie, quoi. Et en même temps, il a ce contact avec un aspect terrien, parce que voilà, chaque jour, il doit aller laver ses toilettes, Et donc du coup, il est vraiment dans une forme, je trouve, de bascule, un peu entre ces deux mondes. Et donc voilà, et c'est peut-être, par moment, en écoutant hier ces développeurs, peut-être cette chose parfois qui manque à certains jeux. Peut-être qu'il y a certains jeux vidéo qui parfois vont trop loin. Ce que je veux dire trop loin, c'est que tout d'un coup, peut-être qu'ils oublient les budgets, ils oublient l'aspect humain, les temps de développement. Et au fond, il y a quelque chose d'un rêve qui se déploie, mais peut-être que le rêve va trop loin à un moment donné. C'est peut-être ça que je cherchais à exprimer. C'est qu'au fond, vous voyez, moi par exemple, là, aujourd'hui, j'ai posté un sondage où je vous demande concrètement si un jour la chaîne dans les mois prochains atteignait le premier palier YouTube qui demande si on l'atteint, il faut faire une demande de partenariat, YouTube doit examiner la chaîne et estime si oui ou non le partenariat peut être accepté. S'il est accepté, ça ouvre à diverses choses. Déjà, ça ouvre au fait que il faut se créer une activité d'auto-entreprise, parce que si à un moment donné on reçoit d'éventuels dons, ces dons sont déclarés par une activité d'auto-entreprise. Mais avant de aussi, quoi, il y a cette première chose, mais elle est évidemment reliée à la question de est-ce qu'il y a des dons ? Est-ce qu'il y aurait des dons ? Et du coup, je vous ai posé cette question parce que pour moi, elle est intéressante de l'affiner, parce que je me pose la question de manière justement terrienne, avec mon contenu initial. Et ce qui est intéressant, c'est que ça évolue. C'est-à-dire qu'à l'époque, où Culture, pendant presque 3 ans, je crois, parce que faudrait que je regarde, mais je crois que la première vidéo parlée arrivait vers avril ou mai, donc, et Culture existe depuis mai 2021, donc vous voyez, ça fera 4 ans en mai 2025. Et donc du coup, la question que je me posais, c'est est-ce que les personnes qui suivent ce projet se sentiraient capables et là, en proposant plusieurs options, soit de soutenir financièrement la chaîne par un abonnement que je proposerai. Après, à moi de me poser la question si est-ce que j'aimerais proposer une formule d'abonnement. Est-ce que les personnes préféreraient soutenir la chaîne par des dons, des gestes de dons. Par exemple, moi je sais que je ne sais pas si dans vos villes vous croisez parfois ce qu'on appelle des recruteurs de dons qui travaillent pour des associations. Et eux, ils proposent un abonnement, je pense à l'année ou mensuel. C'est vrai que personnellement, en tant que personne qui les croise, ça m'est arrivé souvent de me dire c'est dommage qu'ils ne proposent pas un don comme un geste. C'est-à-dire que des fois, je me serais dit je ne voudrais pas m'engager, mais tiens, je pourrais vous donner 10 € pour soutenir.
Donc du coup, dans les choix, voilà, je propose aussi ça. Je propose aussi d'autres solutions en disant que les personnes qui n'aiment pas le projet ou qui ne le connaissent pas assez ou ceux qui aimeraient mais qui ne pourraient pas, etc. Et en fait, typiquement, pour moi, poser ces questions, c'est avoir les pieds ancrés au sol et à un moment donné se questionner, de me dire ok, donc ça fonctionne pas, donc ça peut fonctionner aussi avec une ligne éditoriale qui continue d'insister, parce que elle est aussi récente, il faut qu'une communauté se crée, il faut aussi qu'il y ait des sujets, je trouve, etc. Et aussi en même temps, je me dis, ça peut aussi me dire, il faut atteindre le deuxième palier, qui est encore plus dur d'ailleurs, parce que le premier c'est 3000 heures, j'y suis encore loin, j'en suis encore loin quand même. Et j'en suis à peu près aux 2/3, on va dire. Et les 4000 heures, c'est encore autre chose. Et comme je vous dis souvent, à moi, tout ça, c'est atteindre tout ça sans live. Parce qu'au fond, je crois que, comme je vous l'expliquais, j'ai un rapport en fait à l'image et au geste où j'arrive un peu à percevoir ce qui va me faire du bien, ce qui va pas me faire du bien, et à maintenir en fait des choses qui sont positives pour moi. Et au fond, ce qui me maintient en fait vraiment, c'est l'aspect créatif. Et je crois que quand je fais des vidéos fragmentaires, parfois commentées ou non, ou quand finalement je fais une vidéo comme ça, en fait quelque part, je me relie à de la création. Quand je fais des vidéos comme ça, j'ai pas de notes. C'est-à-dire que je lance un sujet et au fond, je sais très bien que là, c'est conforme à YouTube, mais je pourrais très bien, si tout d'un coup, j'ai travaillé avec une compagnie de danse et qui me disait est-ce que tu peux nous faire un immense pastel ou un immense... t'exprimer là-dessus, ça serait autre chose et je le ferais. Avec les moyens que j'ai, en fait, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je m'adapte aussi, quelque part, au format. Mais au fond, je crois que j'accepte le jeu. C'est-à-dire que, j'en ai parlé hier, je pense que par exemple, quand on est ouvrier, on accepte un rapport à la machine. Et à un moment donné, si on l'accepte pas, c'est comme Matrix, on le quitte, quoi. On est un peu obligé. Alors parfois, on peut pas. Mais en même temps, parfois, des gens qui le quittent. Alors malheureusement, il y a des gens, tragiquement, parfois, qui le quittent d'une manière qu'il ne faudrait pas le quitter comme ça. Mais ce qui est certain, c'est que à partir du moment donné où il y a un système de contraintes, voilà. Et au fond, je parlais en fait de David Lynch sur ça en parlant de Twin Peaks, parce que ce qui est intéressant, je trouve, c'est que parfois, il y a des systèmes de contraintes qui sont définis. Comment devrait être un film, comment devrait être une série, comment devrait être une peinture, comment devrait être une boulangerie, comment devrait être un magasin, comment devrait être telle structure. Et en fait, on se rend compte que parfois, il y a des personnes qui... moi, par exemple, je l'ai un petit peu vécu quand j'étais enseignant, mais c'est encore une autre histoire. Et au fond, il y a des personnes qui vont tout d'un coup rester dans ce cadre, mais qui vont créer leur cadre, en fait. Et au fond, tout ce qui semblait pouvoir être une forme de contrainte, ne devient plus une contrainte et devient un espace de création et de liberté. Parce qu'eux-mêmes se l'ont permis et parce qu'ils ont pu s'assurer autour que leur liberté ne serait pas compromise. Et je pense qu'au fond, YouTube il peut être vu comme ça, c'est-à-dire que là, par exemple, aujourd'hui, je pense que je fais une vidéo qui est assez libre. Et à l'inverse, j'aurais pu lancer un sujet en me disant, voilà, je fais un sujet très près. Et au fond, en ouvrant un sujet comme ça, sans m'en rendre compte, je m'ouvre en fait à un espace qui est différent que si je l'avais fait, que si je l'avais fait avec une question ultra précise et au fond sûrement plus enfermante, quoi. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Ça me fait penser aussi quand même à un film que j'ai vu récemment, un film chinois, d'un cinéaste de 33 ans, que je ne connaissais pas, et qui s'appelle Only the River Flows, film qui est sorti en juillet. Et en fait, ça va un peu dans ce sens-là, parce qu'en fait, c'est un film qui parle en fait de la situation en Chine de l'époque, je crois que c'est les années 2000, je crois, mais... Et
Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un vrai thriller, vous verrez les synopsis. Et le film, en fait, maintient en fait un rapport comme ça à la Terre, à des aspects très pragmatiques, avec une enquête, un côté polar crasseux, la pluie. Et petit à petit, le film, face à une réalité qui au fond ne décolle jamais, une réalité qui est tristement toujours reliée fermement à la Terre en fait, tout d'un coup le film va partir vers une abstraction. Au fond, le film va créer une forme d'envol. Et récemment, je vous parlais du roman de Jim, et c'est encore autre chose, parce que Only the River Flows, il y aura certains spectateurs qui n'aimeront pas comment le trajet que prend ce cinéaste. On pourrait dire, ce jeune cinéaste que 33 ans pour faire un film, c'est jeune, et c'est pas son premier. Mais il n'empêche qu'il y a ce mouvement-là. Et ce mouvement, il dit quand même quelque chose. Et ou en tout cas, il peut se ressentir. Et, dans le roman de Jim des frères Larieux, c'est ça, mais x10, quoi. C'est-à-dire qu'au fond, il y a en permanence une réalité terrienne qui est loin d'être simple. Parce qu'on est face, en fait, à En fait, il y a une femme qui attend un enfant, le père est absent, et elle rencontre un homme qui a beaucoup de qualités, et ça va devenir le père de substitution. Et cet homme, en fait, il va y avoir toujours des obstacles devant lui, et des obstacles durs, en fait. Et en fait, ce qui va le sauver, c'est soit sa capacité justement à toujours un peu à se déraciner, pas énormément, mais juste un peu pour que ça se mette un peu à rêver, ou au moins à s'adoucir, ou alors des grandes rencontres, je pense à une notamment, où là c'est le rêve même. Et, et donc il y a une forme de lutte qui est toujours maintenue, mais en même temps il y a quelque chose qui se décolle. Et je crois qu'il y a un peu de ça dans l'art que j'aime personnellement. C'est que, et parfois il y a des gestes qui sont inouïs, mais si on pense encore une fois au Perfect Days de Wenders, il y a de ça. Ce personnage, il est dans ces deux zones. Et, et au fond, si vous avez vu Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, on peut aussi dire que je pense qu'il y a aussi de ça. Donc voilà, et je pense que cette réflexion, elle peut aussi s'associer alors à la fois avec la question des jeux vidéo modernes, c'est-à-dire, moi ce qui m'a ému hier dans l'émission que j'ai écoutée, c'est que quand on regarde des jeux vidéo comme Flashback ou même Fade to Black, des jeux de Delphine Software, je trouve qu'il y a vraiment ce mélange en fait entre l'aspect terrien où en fait créer des jeux vidéo c'est dur, et donc toutes ces personnes qui travaillent sur le code, et donc du coup fatalement le jeu il garde un aspect comme ça terrien, et en même temps il y a tout d'un coup des zones de rêverie, soit en termes d'espace, de caméra ou d'esthétique, qui font que les jeux s'envolent aussi, mais ils s'envolent pas non plus totalement. Et par moments, il y a des jeux comme Outcast dont j'ai parlé où il y a un aspect à mon sens intemporel. Alors là, ça devient étrange, c'est-à-dire que c'est des jeux qui deviennent des telles créations que c'est plus une histoire de ciel-terre, c'est un nouvel espace qui est trouvé. Et ça, c'est encore autre chose, mais il n'empêche que je trouve que cette question-là, elle peut vraiment se poser sur les jeux vidéo d'aujourd'hui, quand on joue à des jeux, et de pouvoir parfois un peu ressentir où cela nous mène, en fait. Où est-ce que cela nous amène. Et je pense que oui, je pense que c'est intéressant d'essayer de le ressentir ou parfois de le penser, parce que
j'allais dire fatalement, quand on se met à chercher un travail ou même qu'on travaille dans la société, cette question, elle se pose. C'est-à-dire, ce qui va nous guider, c'est à un moment donné d'essayer de trouver un équilibre entre quelque chose de terrien, payer son loyer, avoir son salaire, et en même temps quelque chose qui continue de rêver. Quelque chose qui continue. Et il y a toujours un peu cette adéquation. Moi, par exemple, quand j'étais enseignant, ce que j'ai sûrement pas réussi vraiment à trouver, c'est que je ne venais pas d'un cursus où... D'ailleurs, vous voyez là, je fais un aparté parce que j'ai devant moi pas loin le film Ghost in the Shell. Et Ghost in the Shell, c'est un peu comme ce que je vous disais sur Podcast, c'est qu'on a tout d'un coup des créations. En fait, elles sont hors du temps. Et ça, c'est encore autre chose. Moi, ça serait un jour un rêve d'arriver à atteindre une création. Peut-être un jour j'y arriverai, d'atteindre une telle liberté. Pour le moment, je peux pas parce que j'ai besoin aussi de communiquer. Mais peut-être qu'un jour, si la chaîne s'envole un peu, j'atteindrai une liberté où je pourrais vraiment proposer des choses, même parler comme ça, mais qui seraient encore dans un autre style de parole et qui seraient des créations pures, en fait. Mais en attendant, oui, par exemple, justement, je vous disais, quand moi j'enseignais, ne venant pas en fait d'une formation d'enseignant, c'était difficile de trouver cet équilibre parce que un vrai enseignant, il a un aspect très structuré et cet aspect structuré, il est nécessaire pour enseigner en fait. Et moi, le problème, c'est que mon cerveau se reliait très vite à la question du créatif. Donc à la fois, c'était très bien, je pense, pour éveiller les élèves, mais en même temps, l'aspect problématique, c'est qu'à un moment donné, il y a un aspect terrien de vous avez une journée, vous avez tant de classes, et en fait, si vous ne structurez pas vos cours suffisamment, en fait, il peut y avoir une fatigue qui vient vous dévorer, ou même les élèves peuvent tout d'un coup être très compliqués à gérer aussi, parce que il y a vraiment un aspect très terrien de gérer une classe. Et donc, par moment, en fait, vous n'êtes pas toujours face à des élèves qui ont voilà, envie, j'allais dire soif d'art, qui sont pas forcément là-dedans, évidemment. Donc, en fait, parfois, l'aspect ciel, il peut ne pas être très utile. Et donc, du coup, on est de nouveau sur cette notion d'équilibre. Et je pense que c'est aussi pour ça que cet été, dans mon parcours, la connexion à David Lynch, elle a été aussi importante parce que, au fond, en lisant son parcours, ça m'a rappelé, ça m'a montré une voie. Parce que moi, depuis toujours, je me sens artiste. Depuis toujours petit, comment je parlais de la peinture, comment je percevais les couleurs, toutes les peintures que j'ai faites en acrylique, les pastels, et la perception même. Et au fond, mon parcours, il s'est aussi pas mal créé avec par moments de la souffrance, des choses difficiles, notamment au niveau de l'école. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard que c'était pas rien d'être enseignant, de retourner dans le monde de l'école, alors que dans mes jeunes années, le rapport à l'école a été quand même un rapport compliqué. Et je lisais d'ailleurs David Lynch mentionner que il avait eu l'impression en fait à un moment donné de rien apprendre et que lui, ce qu'il aurait aimé, c'est peindre et qu'il a perdu du temps en fait et qu'il aurait aimé peindre. Alors, loin de moi de dire l'idée qu'aller à l'école c'est perdre son temps, mais en même temps, là où je le comprends, et en fait je le comprends En fait, je le comprends, je le ressens, mais je veux pas partager un message négatif sur la question de l'école. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a des moments donnés où en fait on a Moi, j'avais une ancienne connaissance, par exemple, c'est quelqu'un, il n'a pas eu le bac et c'est devenu un musicien important. Et son parcours, c'était d'être un musicien, en fait, par exemple, dans son cas à lui. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des moments donnés où on est fermement ce qu'on est. Et la vie, selon les paramètres qu'on a, va se déployer, va se dérouler selon ce qu'on est, en fait, tout simplement. Et moi, ce que je ressens, c'est que il y a sûrement eu une influence mauvaise, à un moment donné, terrienne de l'école sur moi, parce que j'avais en fait cet aspect réellement créatif. Et Lynch va loin, c'est-à-dire que Lynch,
il parle de cette anecdote très très belle qu'il a des frères et sœurs, et sa mère, à un moment donné, le concernant, elle a arrêté de lui acheter des cahiers à colorier, en fait. Elle s'est rendue compte qu'il était très créatif et qu'il aimait profondément dessiner. Et donc du coup, à un moment donné, elle lui a acheté juste des crayons de couleur et des pages blanches. Et en fait, ce geste qui était destiné et singularisé pour juste lui, en fait, qui ne correspondait pas et qui ne convenait pas à ses frères et sœurs, devenait un geste profondément de création et qui lui ouvrait un espace, en fait, pour créer. Et moi, ce que je ressens au fond, au plus profond de moi, et c'est sûrement par hasard que je le dis dans cette vidéo, c'est que au tout départ, c'est ça mon profil. Et je suis convaincu que quand on s'écoute vraiment, on s'ouvre, et Lynch est pareil, on s'ouvre en fait des puits de conscience, des puits de créativité qui sont très très grands. Et en fait, cette créativité, elle passe par parfois une non-analyse, par une capacité à ne pas toujours se questionner sur tout ce qu'on fait, mais à le faire. Et même à ne pas se questionner sur le voyage même, et à le faire. Le livre dont je parle de David Lynch s'appelle L'espace du rêve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a Pedro Almodovar qui sort actuellement un livre sur le rêve, et il y a aussi un livre de Federico Fellini qui s'appelle Le livre de mes rêves. Et c'est pas un hasard tout ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas encore exactement comment j'allais titrer cette vidéo et il y a quelques minutes, j'ai eu l'idée en tête. Et là, ça confirme que je vais la titrer de cette façon-là. Et en fait, le titre, ça sera le droit de rêver. Parce que, au fond, je crois que en se permettant de rêver, on entre dans un tout autre champ. On pourrait tout à fait imaginer que être médecin, ça serait parfois tomber dans des écosystèmes où à la fois on aurait une passion absolue pour la médecine et le corps et le soin des patients et la compréhension des équipes, et la compréhension des systèmes et la compréhension de tous les outils, de toutes les technologies, des ingénieurs qui créent tout ça. Et en même temps, il y aurait dans tout ça un écosystème favorable à ce que des choses nouvelles puissent émerger, comme l'école. Récemment, j'ai vu en avant-première le dernier film, le premier film et prochain film, c'est son premier film en tant que réalisateur, de l'acteur Reda Kateb, que vous avez sûrement déjà connu que vous connaissez sûrement dans la série par exemple En thérapie, et qui a joué dans de nombreux rôles, dans Hors Normes par exemple, mais dans beaucoup d'autres. Il a aussi tourné par exemple un film avec Viggo Mortensen par exemple, et le film aussi sur le bateau dont j'oublie le nom. Et en fait ce film, ça parle en fait des clowns à l'hôpital, et pour les enfants malades. Et bien, cette histoire de clown à l'hôpital pour les enfants malades, c'est exactement ce que je vous dis là. C'est-à-dire qu'à ce moment donné-là, ces clowns offrent en fait un nouvel espace. Il y a tout d'un coup un espace de béton, de soins, d'êtres humains qui cherchent à soigner en fait ces enfants-là. Et ça peut être déjà en soi un espace formidable selon comment sont les équipes humainement. Et tout d'un coup, des gens arrivent et ouvrent un tout autre espace. Et cet espace peut être immense, peut redonner le sourire, peut réouvrir les choses. Et dans une réalité purement pragmatique, il pourrait y avoir des gens qui diraient « mais ça sert à quoi? Ça sert à rien, vous nous faites perdre du temps, vous nous gênez, vous gênez nos déplacements, vous empêchez le silence d'exister, etc. » Mais peut-être que les silences qui sont créés sont beaucoup plus grands. Peut-être que les silences qui sont créés sont beaucoup plus parlants. Peut-être que quand ils partent de l'hôpital, des enfants qui se retrouvent seuls avec leur maladie, avec leurs parents, ont des silences beaucoup moins pesants, beaucoup plus vivables. Parce que oui, au fond, la réalité sur cette terre, c'est que on se plaint parfois, mais que moi j'ai 39 ans,
Donc j'ai la chance d'avoir vécu jusqu'à 39 ans. Et j'ai vécu beaucoup de choses. Comme je le disais récemment, ma vie s'arrêterait. Voilà, c'est ok que je joue pas à tel ou tel prochain jeu en fait. J'ai connu... et c'est ça la vie. Je vous parlais récemment d'Eric Viennot. Eric Viennot, ce grand créateur qui est décédé à moins de 70 ans, bah oui, il ne pourra pas connaître le prochain jeu de Fumito Ueda, lui qui aimait tant Ico, notamment, et Shadow of the Colossus et les autres, mais surtout Ico, ou The Last Guardian, auquel il a joué d'ailleurs. Mais en même temps, dans son temps de vivant, sur YouTube, vous voyez, vous pouvez trouver une trace de son intervention sur Silent Hill 2, puisqu'il aurait aimé, au fond, jouer au remake de Silent Hill 2. Hier, dans l'émission de Dr JVTech, le développeur, je ne sais plus comment il s'appelle, le nom, je crois bien que c'est Thierry Perrault, et il disait qu'il fallait laisser le passé au passé, que plus il vieillissait, plus il disait que c'était pas forcément une bonne idée, tous ces remakes en fait. Qu'en fait il fallait peut-être laisser le passé au passé et essayer de créer des choses nouvelles. Alors, sur ce plan-là, je dirais que ça dépend. Dans un cas comme FF7 Remake, et qu'on a quelque chose qui tout d'un coup se met à réellement brasser en fait le passé et en faire quelque chose de nouveau et de créatif, c'est intéressant. Par contre, si c'est juste pour faire ressurgir le passé, pour le faire ressurgir quand en plus la matière en elle-même était passionnante, émouvante, voilà. Ce qui est peut-être un souci en revanche, c'est que le passé dans les jeux vidéo n'est pas accessible si facilement. Ça, c'est un souci quand même, je trouve. Parce qu'au fond, il faut avoir souvent l'ancienne console et on aurait un endroit où on pourrait activer Silent Hill 2 et, par exemple sur PS5 et le capturer à l'ancienne, ça serait formidable. Ça serait formidable de pouvoir faire ça. Mais peut-être qu'ils ne le font pas parce qu'ils ont aussi envie, parfois, ils ne le font pas pour tout parce qu'ils ont envie de sortir le jeu. Voilà, même à partir du moment donné où il y a des textures qui sont lissées, c'est fichu. C'est-à-dire qu'en fait, Silent Hill 2, il faudrait pouvoir y rejouer comme il est. Vous voyez, par exemple, il y a des jeux sur le PSN, on peut rejouer à Pandemonium comme il est. Mais il faudrait qu'il n'y ait aucun travail de lissage, que les jeux soient exactement à l'identique. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour moi, certains jeux nous donnent accès à cette possibilité de rêver. Et je crois qu'il faut la maintenir, parce que la réalité, c'est que je trouve que, voilà, comme je disais, dans une existence terrestre, on fait des choix et parfois il faut prendre des risques. Moi je le dis très clairement, je vous le dis très clairement, je prends un risque avec ma chaîne, mais c'est un risque assumé, c'est-à-dire je prends un risque où j'arrive comme ça vers cette zone un peu limite, où je surveille de manière extrêmement précise mes dépenses, mais parce qu'à un moment donné, je pense qu'il n'y a pas de réussite sans risque. Et que si à un moment donné, j'avais fait le choix, je sais pas, il y a combien de temps, tout d'un coup, je sais même pas si j'aurais trouvé, mais un travail qui vous prend tout d'un coup 30 heures, tout d'un coup, vous pouvez pas faire émerger votre projet comme vous voulez. Et d'ailleurs, ça aussi, je commençais la vidéo et je parlais de l'émotion que j'ai eue de certaines chaînes. La chaîne de mon collègue Brocor, j'ai eu beaucoup d'émotions aussi là-dessus. Parce que justement, c'est quelqu'un qui a pris en fait tout d'un coup un risque. Il a eu une opportunité, il a eu un rêve, il suit son rêve, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe pour lui. Moi, honnêtement, c'est clairement pas mon projet, parce que l'engagement que j'ai mis par rapport à lui est ridicule. Il s'est engagé dans des lives comme... En fait, moi, je me suis énormément engagé, mais en fait, le fait que Culture soit né en lien avec aussi l'enseignement, se dire après avoir été épuisé par une activité d'enseignant et d'avoir vraiment le besoin de me remettre à créer quelque chose, parce que par le passé, j'avais eu un blog, etc. Il y a vraiment eu au départ ce besoin qui était d'avoir une petite voix, quoi. C'est-à-dire d'avoir des vidéos silencieuses et qu'il s'agissait vraiment que du côté du gestuel et de retrouver vraiment un niveau de sensation silencieux. Et mon projet, j'en parlais pas d'ailleurs. J'en parle très peu autour de moi, j'aime pas en parler, mais vraiment, j'en parlais pas. C'est-à-dire que les personnes ne connaissaient même pas le projet. Et mon père, je lui ai dit au bout de 2 ans et demi, 3 ans, le nom du projet, je crois. Et encore aujourd'hui, je suis très silencieux et c'est important pour moi. C'est un espace que je crée en dehors, en fait, de moi et de mon cercle. C'est vraiment quelque chose qui a pour but aussi d'ouvrir des espaces de ce côté-là. Mais j'en parle quand même assez souvent, par contre, avec ma copine, ou parfois je questionne quelques amis
J'en ai pas 40 000, mais il y a des amis qui comptent pour moi et ça peut m'arriver de, notamment, je pense à un ami du Canada. Et donc voilà, c'est vraiment, oui, un projet où je maintiens une forme quand même de, de distance. Mais c'est un projet, c'est vrai, qui a mis du temps à parler. C'est un projet, il est devenu parlant progressivement. Et je dis souvent qu'au fond, il y a eu une première parole, qui est cette parole du silence, avec les let's play, qui est toujours restée au fond, et qui s'est affinée vers des choses fragmentaires, qui s'est affinée aussi vers une histoire de titre, et qui s'est affinée au fond, progressivement. Mais il y a aussi quelque chose qui s'est passé, c'est que le projet est devenu davantage parlant, aussi avec ces histoires de fragments, et notamment de shorts filmés en fait. Et là, j'ai vraiment senti que je commençais à parler. Vous savez, c'est comme si vous auriez une guitare, puis tout d'un coup, vous faites des accords, bon, c'est sympa. Puis tout d'un coup, vous sentez que vous vous mettez à parler. Et là, tout d'un coup, ça devient autre chose. C'est-à-dire que le projet devient parlant, le projet devient une forme de langage. Et là, c'est plus du tout pareil. Pour moi, là, ça se connecte avec des choses très personnelles. Parce que justement, il y a longtemps, en fait, j'avais été pris en fait en cycle préparatoire d'une école à Valenciennes de game design. Donc forcément, quand moi je me retrouve en fait à participer à des lives où il y a des game designers qui sont invités ou des directeurs artistiques, c'est toujours intéressant pour moi parce que c'est un trajet au fond où je ne suis pas allé vers ça. Et même bien des années plus tard, j'ai réussi aussi un concours d'une école de level design et j'y suis pas allé. J'ai fait d'autres choix. Et en fait, j'avais fait le choix du cinéma. Et en fait, en allant vers le cinéma, j'avais choisi un espace sûrement qui rêvait plus pour moi. Et bien sûr, du coup, mon parcours n'a pas eu, par contre, cette, comment dire, Lynch, quand on écoute son parcours, il a vraiment eu des difficultés au début, il a été littéralement sauvé parfois par certaines personnes, donc ça n'a pas été la fluidité totale. Mais à un moment donné, il a compris sa nature et il a plongé dans sa nature. Et moi, il m'a fallu du temps, quand même, progressivement. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des choix d'espace de rêve. Ça, c'est sûr. Et je me rappelle très bien, dans cette école de cinéma, à un moment donné, pour le concours d'entrée, entre guillemets, parce que c'était une école privée, il fallait faire un dossier sur un thème qui s'appelait jeux d'eau. Et j'avais éprouvé un bonheur à faire ça, immense. Parce que tout d'un coup, il s'agissait de jouer, il s'agissait de rêver, Et c'était immense. Et je pense que il y a de ça dans l'action de rêver, de jouer. Il y a de quelque chose où, au fond, la seule réalité, c'est de jouer. C'est de se mettre à rêver.